Fait que t'imaginez une seconde la situation. Vous décidez de diffuser une émission de télévision qui est tellement explosive et polarisante qu'en une seule soirée, ça génère une véritable tempête. Une tempête, c'est le mot juste, ouais. Genre plus de plaintes officielles pour atteinte à l'éthique en quelques heures que tout le réseau télévisé au complet en a reçu pendant toute l'année d'avant. C'est pas un scénario de fiction, là. Non, vraiment pas. C'est exactement ce qui a frappé la Belgique francophone le 7 novembre 2025. Exact. La chaîne privée RTL TV diffuse un documentaire choc mené par le journaliste Christophe Deboursu. Et le titre, écoutez bien ça, c'est « Sans boulot, tous fraudeurs ». Juste le titre, ça donne le ton, tu sais. Ben oui. Puis l'onde de choc a été d'une telle violence qu'on en ressent encore les secousses aujourd'hui dans leur système médiatique. C'est parce que l'ampleur de la réaction, tant citoyenne qu'institutionnelle, face à cette diffusion-là est vraiment historique. On parle d'un moment de bascule, dans le fond. Ouais. C'est le moment où une simple émission de télé cesse d'être juste de l'information pour devenir un vrai catalyseur de fractures sociales. Ça a forcé tout l'écosystème à se regarder dans le miroir. Puis à réaliser que les garde-fous étaient cassés. Complètement défaillants. Les mécanismes censés protéger le public n'ont pas fonctionné du tout. Fait que c'est pour ça qu'on fait cette analyse en profondeur aujourd'hui. On s'appuie sur un rapport analytique hyper exhaustif qui a décortiqué toute l'affaire de A à Z. Et c'est un rapport fascinant. Vraiment. Mais je veux mettre les choses au clair tout de suite, parce que le sujet est miné. Notre but ici, c'est pas de faire le procès du système d'aide sociale, Non, absolument pas. mais de prendre parti dans le sempiternel débat gauche-droite sur les allocations, là. On reste neutre sur le fond politique de l'austérité. C'est super important de le préciser. Notre mission, c'est d'examiner factuellement la mécanique de cette crise éditoriale. Exact. Comment ce documentaire-là a été monté, comment ça a repoussé les limites de ce qui est acceptable de dire à la télé, et cette faille complètement surréaliste du système de régulation à la fin. Bien, pour bien comprendre l'explosion de colère qui a suivi, il faut d'abord regarder l'emballage. Tu sais, la façon dont le produit a été vendu au public. L'émission s'appelait « Je vous dérange ». C'est ça. Ça faisait partie de cette série-là qui promettait une immersion brute, sans filtre, dans la réalité. Et l'équipe a décidé de planter ses caméras à Verviers. C'est un choix lourd de sens, Verviers-Nancy. Absolument. C'est une ville avec un passé industriel très lourd qui a été frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Il y a un chômage structurel important là-bas. C'est un terreau complexe qui mériterait une vraie analyse sociologique. Mais au lieu de ça, décortiquons ça, parce que leur approche me fait penser à l'utilisation d'une loupe. Une loupe, hein? Ouais. Tu sais, une loupe, tu peux t'en servir pour observer les rouages minuscules d'une montre pour comprendre un système, mais tu peux aussi la prendre au soleil, concentrer le rayon sur une fourmi puis la brûler. Ah, je vois, ouais. C'est une super bonne image. Ici, l'équipe a pris la loupe pour cramer les individus filmés en plein centre-ville. Et juste le titre, « Sans boulot, tous fraudeurs », ça, c'est un code d'école de la loi de Betteridge, on s'entend. Totalement. La fameuse loi des titres. En dallant une accusation d'une violence inouïe, on associe l'aide sociale à la criminalité, mais hop, on met un petit point d'interrogation à la fin pour se couvrir. Genre, on fait juste poser la question, nous. C'est exactement ça. Et cette sémantique du soupçon-là, elle est implantée dès la première seconde de l'émission. Le point d'interrogation, c'est juste un paravent rhétorique. Dans la tête des gens, le mal est fait. Ben oui, dans le cerveau du téléspectateur, le lien cognitif entre chômeur et profiteur est déjà forgé. On installe un cadre accusatoire. Et ensuite, il y a la méthode de tournage, c'est l'immersion. La fameuse caméra à l'épaule. Exactement. On entre dans les salons des gens, on s'approche hyper près des visages. Ça crée une esthétique de l'hyper-personnalisation. Et le danger avec ça, c'est que ça donne une illusion totale d'authenticité. Ça a l'air vrai, donc les gens pensent que c'est toute la vérité. Voilà. On occulte complètement l'écosystème urbain ou les vraies causes macroéconomiques de la pauvreté à Verviers. On réduit la détresse sociale à un simple théâtre de comportement individuel. Le journaliste devient quasiment un inspecteur de police. C'est ça. Il abandonne sa posture d'observateur neutre pour endosser un rôle d'auxiliaire de contrôle social. Mais attends, si je me fais l'avocat du diable 2 secondes, puis que je regarde ça avec les lunettes d'un producteur télé, le journalisme d'enquête, c'est censé brasser la cage, non? C'est vrai, oui. C'est censé déranger, poser les questions qui fâchent. Si on découvre qu'il y a des abus dans le système, est-ce que c'est pas d'intérêt public de le montrer, même si ça choque les syndicats? C'est une question légitime.
Mais ce qui est fascinant ici, c'est la ligne de démarcation. Entre soulever un débat d'intérêt public et orchestrer la stigmatisation d'un groupe vulnérable, il y a une frontière qui a été franchie. OK, comment on définit cette frontière-là? Le rapport cite l'analyse d'une association, ESNCA, qui utilise le concept de la fenêtre d'Overton. C'est un modèle vraiment puissant pour comprendre l'opinion publique. La fenêtre d'Overton, oui. Imagine un cadre visuel qui délimite toutes les idées politiques ou sociales qui sont jugées acceptables et raisonnables dans l'espace public à un moment précis. Fait que tout ce qui est en dehors de la fenêtre, c'est vu comme extrémiste ou inacceptable? Exact. Dans le fond, c'est ce qu'on a le droit de dire tout haut dans un souper de famille sans que la moitié de la table se lève pour partir en criant? C'est une excellente façon de le dire. Avant ce documentaire-là, tenir un discours généralisant du genre « les chômeurs sont tous des fraudeurs », c'était relégué aux discussions de comptoir. C'était mal vu. Ouais, c'était en dehors de la fenêtre d'Overton. Mais ce qu'une émission aux heures de grande écoute réussit à faire, sur la plus grande chaîne privée, c'est d'empoigner cette fenêtre-là et de la déplacer brutalement. Ah, wow. Ils ont rendu ça acceptable. En donnant un vernis de grands reportages journalistiques à ses propos de comptoir, soudainement, ça devient légitime. Le mépris de classe devient un sujet de débat respectable à la télé. C'est la normalisation de la suspicion. Et la réaction sur le terrain prouve que les gens l'ont senti, ce glissement-là. Moi, les chiffres des plaintes m'ont jeté à terre. C'était du jamais vu. Écoute bien ça. Juste pour l'année 2025, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a reçu 238 plaintes officielles juste pour cette émission-là. C'est énorme. Pour mettre ça en perspective, là, l'année d'avant, toute émission et toute chaîne confondues, en Belgique francophone, il y avait eu 166 plaintes au total pour atteinte à la dignité. Une seule soirée a fait sauter la banque. Une explosion, hein? Puis ça, c'est sans parler des gros syndicats qui sont montés aux barricades, puis des dizaines de tribunes dans les journaux. Ça a forcé les régulateurs à intervenir. Et le Conseil de déontologie journalistique, le CDJ, a dû trancher. Ouais, le 15 avril 2026. Et on va se le dire, là, le bulletin de notes de RTR était pas beau à voir. Le jugement du CDJ, c'est un désaveu professionnel cinglant. Ils ont pointé 2 failles majeures. Premièrement, l'absence cruelle de nuances. Il parle de synédoc dans le rapport, c'est bien ça? Exactement. La synecdoque, c'est un procédé où tu prends une petite partie pour représenter le tout. L'équipe a filmé une poignée de cas extrêmes ou de fraude avérée et au montage, ces exceptions sont devenues le visage de tous les demandeurs d'emploi. C'est de la généralisation abusive pure et simple. Et la deuxième faille relevée, c'est l'atteinte directe à la dignité humaine. Le CDJ a conclu qu'ils ont exploité la vulnérabilité des personnes filmées. Puis c'est là-dessus que la défense de la chaîne m'interpelle vraiment. L'argument de Christophe de Boursou, c'était de dire, écoutez bien, on n'a forcé personne. Ces gens-là ont signé une décharge, ils ont consenti de leur plein gré. L'argument du consentement libre, oui. Sur le papier, ça a l'air béton, mais ça me rappelle la fois où j'ai installé un logiciel, puis j'ai dû scroller 60 pages de jargon légal. Ah, les fameux termes et conditions. Ben oui. J'ai cliqué sur « J'accepte ». Fait que techniquement, j'ai consenti, mais est-ce que j'ai vraiment compris à quoi je m'exposais? Probablement pas. Alors, quand une grosse équipe de télé débarque chez quelqu'un en situation de pauvreté extrême, avec les gros spots, les caméras, l'autorité du journaliste, est-ce qu'on peut parler d'un vrai consentement éclairé? C'est le nœud du problème épistémologique de cette affaire. La chaîne se cache derrière ce qu'on appelle l'agentivité. L'agentivité? L'idée que chaque adulte est un agent libre, pleinement conscient de ses choix. Mais la sociologie clinique de la précarité nous dit le contraire. Le contexte matériel pèse lourd. On parle d'une asymétrie de pouvoir écrasante. Absolument. D'un côté, tu as une machine médiatique hyper bien huilée avec des producteurs qui savent d'avance comment ils vont monter l'histoire. Et de l'autre, une personne isolée, marginalisée sous la pression de la caméra. Elle a aucune idée que ses phrases vont être coupées au montage pour la faire mal paraître. Zéro idée que ses propres mots vont servir à cautionner une thèse qui l'accuse d'être un parasite social. Le consentement obtenu comme ça, le rapport dit que c'est un mirage institutionnel. OK, fait que montage biaisé, exploitation de gens vulnérables, défense douteuse. Quelqu'un pourrait se dire, bon, c'est une grosse erreur de parcours, la rédaction a échappé le ballon. Ce serait rassurant de penser ça. Sauf que c'est là que ça devient vraiment troublant. On a fouillé les archives. Puis c'est pas du tout un accident isolé pour ce journaliste et RTL-TVI. Non, les antécédents sont lourds. Ça, pour une émission qui manquait flagramment de représentativité. Mais le pire, c'est l'affaire de 2022. Ah oui, les graphiques. Dans une émission sur l'obligation vaccinale, ils ont carrément montré des graphiques de sondage tronqués visuellement,
C'est une colonne de 15 qui a l'air plus grosse qu'une colonne de 40 C'est de la manipulation visuelle de base. Tout ça pour orienter le débat en direct. Fait qu'on a affaire à des récidivistes. Et ces précédents-là sont capitaux parce qu'ils détruisent l'excuse de la maladresse. Ça démontre une vraie ingénierie éditoriale. Un modèle d'affaires, dans le fond. Exact. La stratégie, c'est pas la rigueur de l'information, c'est de maximiser la dramaturgie, d'exacerber les clivages. C'est du capitalisme d'attention pur et dur. On tronque des graphiques ou on manipule du montage parce que l'indignation, ça fait grimper les codes d'écoute. Puis cette stratégie-là de l'audimat, elle flotte pas dans le vide. Elle a des impacts réels, surtout quand on dézoome pour regarder le contexte de l'époque. Le contexte historique de 2025-2026, oui. On est dans une période économiquement super sombre en Europe. Pour donner une idée, en France, à côté, on frôle les 10 millions de personnes sur le seuil de pauvreté. C'est énorme. Puis les gouvernements imposent ce qu'ils appellent une année blanche, c'est-à-dire le gel complet de l'indexation des aides sociales. Les associations sur le terrain hurlent à la chasse aux pauvres. Et c'est là qu'on relie ça, la vue d'ensemble. Encore une fois, sans prendre parti sur la validité de ces politiques d'austérité-là, on constate que ce documentaire s'insère exactement dans ce discours. Ça tombe à point nommé pour les politiciens qui veulent couper dans le gras. Exactement. Christophe de Boursou a lui-même fait des parallèles avec des politiciens comme Barthe Wévé ou Georges-Louis Boucher qui prônent un durcissement des règles du chômage. Fait que la télé fournit une caution morale à l'austérité. Intentionnellement ou pas, oui. Si l'émission de la veille démontre que la fraude est partout, bien, ça brille dans les aides le lendemain, ça passe moins pour de la cruauté que pour de la saine gestion. La télé justifie la politique, puis la politique frappe les plus démunis. Puis le rapport souligne un point qui m'a vraiment brisé le cœur, les conséquences sur les jeunes. La double peine des familles précarisées. C'est ça, quand tu gèles les aides et que tu stigmatises les parents à la télé nationale, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les ados qui doivent porter le poids financier. Ils doivent prendre des petits boulots pour aider leurs parents. Puis ils sacrifient leur propre éducation et leur chance de s'émanciper. La pauvreté se transmet directement à la génération suivante. Ça illustre cruellement que la violence symbolique des médias a des retombées bien matérielles. Le déplacement de la fenêtre d'Overton, ça se traduit par des professeurs qui regardent un élève différemment ou un propriétaire qui refuse un logement. C'est un climat de honte intériorisé. Et ce sont toujours les plus faibles qui absorbent l'onde de choc. Ce qui m'amène à la question qui tue. Je t'écoute. On a un docu qui manipule les faits, qui humilie les précaires, qui donne des munitions pour des coupes, fait par des récidivistes. Le CDJ enquête puis les déclare coupables de manquements éthiques graves. Une grande victoire pour les associations, en théorie. En théorie. Mais on avance à avril 2026. 5 mois plus tard. Devinez quoi? De Borsu est de retour à l'antenne, bien tranquille. Comme si de rien n'était. Il anime RTL Info Signature, il interviewe des politiciens, aucune suspension, pas de changement de ton. Attends, comment une chaîne peut être condamnée aussi lourdement sur le plan éthique puis subir absolument aucune conséquence financière? Prépare-toi, parce que c'est là qu'on plonge dans un paradoxe juridique qui défie la logique. OK, explique-moi ça. En Belgique francophone, le système de régulation est coupé en deux. D'un bord, tu as le CSA, l'organe de l'État. Eux, ils ont un vrai pouvoir coercitif. Ils peuvent donner des grosses amendes ou couper le signal d'une chaîne. Voilà. Et de l'autre bord, tu as le CDJ, qui est un organe d'autorégulation de la profession journalistique. Eux, leur pouvoir est purement moral. Ils donnent des blâmes, pas des amendes. OK, je te suis. Le tribunal financier d'un côté puis le comité d'éthique de l'autre. La faille survient quand des associations déposent une plainte qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qui dénonce une infraction légale et éthique en même temps. Ce qui est arrivé ici? Exact. Le CSA transmet la partie éthique au CDJ, mais, et c'est là que ça dérape, à cause d'une jurisprudence du Conseil d'État, quand le CDJ condamne moralement une chaîne pour un dossier, Ne me dis pas que... le CSA perd automatiquement sa capacité légale de les sanctionner financièrement pour cette même affaire. Attends. T'es en train de me dire que parce que leur faute éthique était tellement grave que le comité de déontologie a dû intervenir, ça a annulé le pouvoir de l'État de leur donner une amende. C'est exactement ça. Mais c'est le crime parfait. Si tu fais une petite infraction, tu paies l'amende. Mais si tu fais une faute gigantesque qui requiert un jugement éthique lourd, paf, t'es immunisé contre les amendes. Ça n'a aucun sens. C'est l'effet pervers de cette jurisprudence-là. En jugeant la faute éthique très sévèrement, le système a paradoxalement protégé la chaîne commerciale. C'est fou. C'est un bouclier juridique redoutable. Et c'est pour ça que le mouvement LSIT, qui lutte contre la pauvreté, demande une vraie réforme. Ils disent que l'autorégulation, ça atteint ses limites.
Il faut changer la loi. Oui. Ils veulent que des critères comme le consentement éclairé soient inscrits dans la loi pour être judiciarisables et plus juste de vagues directives morales. Si on récapitule cette histoire de fou, une chaîne télé cherche à faire de l'audiment en transformant la misère en spectacle. Il manipule des gens vulnérables. Ils banalisent le mépris social en déplaçant la fenêtre d'Overton. Il s'appuie un agenda politique d'austérité. Puis quand ils se font prendre et condamner éthiquement, ils s'en sortent sans payer une scène à cause d'une faille juridique. La machine continue de tourner. C'est la démonstration claire que notre écosystème est mal équipé face à la marchandisation de l'indignation. Et ceci soulève une question cruciale, dans le fond. Laquelle? Le blâme éthique est perçu par les grandes chaînes comme un simple coût de relations publiques, un truc qui est largement remboursé par les records d'audience, à qui ça incombe de protéger les plus faibles. C'est une méchante bonne question. Si à l'ère des algorithmes et de la prime au scandale, est-ce que l'éthique journalistique peut même survivre si sa violation n'a pas de prix financier à payer? C'est vraiment ça la réflexion qu'il faut garder en tête. L'impact de nos écrans, ça s'infiltre dans nos lois, nos budgets puis la façon dont on se traite comme société. C'est ce qui conclut notre plongée d'aujourd'hui. Merci tout le monde et à la prochaine pour continuer de décortiquer ce qui façonne notre monde. D'habitude, face à une règle brisée ou à une faute, on s'attend toujours à une dynamique assez claire d'action et de réaction. Exactement, une forme de justice immédiate. Oui, c'est ça. Mettons, un joueur de hockey lève son bâton trop haut puis il blesse un adversaire sur la glace, l'arbitre siffle et on donne une pénalité. La mécanique est super visible et la conséquence est immédiate. Tout à fait. On tente de rétablir un certain équilibre dans le jeu, au fond. Oui. Et cette punition-là, elle a vraiment une fonction double. C'est-à-dire, Elle sanctionne l'individu fautif, bien sûr, mais elle envoie aussi un message super clair à tout le reste de l'aréna sur ce qui est acceptable ou non. C'est le principe même de la dissuasion, tu sais. Sauf que, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, si on transpose cette mécanique-là dans le monde des médias, et plus particulièrement dans l'éthique journalistique, on s'aperçoit que le sifflet de l'arbitre ne produit absolument aucun son. Oui, un arbitre mulet, disons. Exact. Et c'est précisément ce qui motive notre plongée dans les documents d'aujourd'hui. On a devant nous une grosse pile d'analyses et de rapports concernant une décision qui secoue vraiment le paysage médiatique belge en ce mois d'avril 2026. Oui, le fameux jugement du 15 avril. Voilà. Le Conseil de déontologie journalistique, qu'on va appeler le CDJ pour faire plus simple, a rendu un jugement historique contre un documentaire de la grande chaîne RTL-TVI. Le titre du docu, c'est « Je vous dérange, sans boulot, tous fraudeurs ». Un documentaire qui a été diffusé en novembre 2025, mené par le journaliste Christophe Desborsous. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce dossier-là, c'est un cas d'école absolument parfait. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il cristallise parfaitement la tension entre le journalisme de grande écoute, le climat politique du moment et l'architecture même de la régulation journalistique. C'est vraiment la tempête parfaite. Fait que, juste pour être clair pour les gens qui nous écoutent, notre mission ici, c'est pas de refaire le procès du documentaire en tant que tel. Non, pas du tout. On veut plutôt comprendre la mécanique d'imputabilité. Comment un média rend-il des comptes? On va explorer les faiblesses structurelles du CDG, analyser la friction énorme entre les sanctions imposées puis les préjudices réels. Et on va aussi comparer ça avec d'autres pays, tu sais, parce que ça nous force à regarder au-delà des bonnes intentions pour vraiment analyser les structures en place. Ouais. Quand un grand média diffuse un portrait hyper controversé d'une partie de la population, qui agit comme arbitre? Puis surtout, cet arbitre-là a-t-il vraiment les moyens de se faire respecter? C'est la grande question. Alors, pour comprendre l'onde de choc, je pense qu'il faut d'abord regarder la méthodologie du documentaire. Nos sources décrivent une émission de 37 minutes, présentée comme une enquête immersive de 2 mois. L'idée affichée, c'était de montrer le quotidien des personnes qui reçoivent des allocations sociales. Sauf que la méthode choisie soulève d'immenses drapeaux rouges dans tous les documents qu'on a lus. Par exemple, l'équipe s'est géolocalisée dans la rue de Disson à Verviers. Pourquoi là-bas? Parce que l'Office de statistique belge l'identifie comme, je cite, « la rue la plus pauvre de Belgique ». Ce qui est, d'un point de vue purement sociologique et journalistique, constitue un biais de sélection massif. Ah oui. Comment ça? En choisissant le point le plus extrême d'une distribution statistique pour illustrer un phénomène national, on élimine toute représentativité, on montre pas du tout la norme de l'assistanat, on montre l'exception absolue.
tout en laissant entendre au public que c'est ça le visage habituel du système. Exactement. C'est ce qu'on appelle une généralisation par l'extrême. Et les procédés s'arrêtent pas là. Il y a des trucs assez intenses. On note l'utilisation de caméras cachées, une mise en scène presque dramatique où on prévient le journaliste qu'il y a un danger de se faire voler, genre. Ouais, il y a même un recours à l'intelligence artificielle pour générer un personnage témoin, c'est pour dire. C'est fou. Mais le cas qui illustre vraiment le mieux la controverse, c'est celui d'une femme nommée Jacqueline. Ah, Jacqueline. Elle est effectivement la figure centrale de presque toutes les plaintes. À l'écran, le montage la présente vraiment comme l'incarnation de l'abus du système. Ouais, avec une voix off qui souligne qu'avec ses 2000 € de mutuelle et quelques travaux non déclarés, ben sa vie est plutôt confortable. Sauf que le dossier nous apprend par la suite, via une carte blanche publiée par un travailleur social, que la réalité de cette femme-là a été complètement tordue au montage. Tordu comment? Bien, Jacqueline, elle a travaillé toute sa vie comme animatrice en grande surface. Elle souffre d'un handicap lourd reconnu à 66 %. Elle a des prothèses, de l'asthme, une insuffisance rénale sévère. Attends, vraiment? Et ils n'ont pas mentionné ça? Non. Elle a même déclaré avoir cédé sous une pression constante de la production pour participer à l'émission. Et c'est pas juste elle. Il y a un sociologue très reconnu de l'UC-Louvain, Martin Weigener, qui a publiquement dit s'être senti floué par la façon dont ses propres propos ont été montés. Fait qu'on est extrêmement loin de l'observation neutre et la réaction du public, elle reflète totalement cette dissonance-là. L'émission est un succès commercial indéniable, avec plus de 410 000 téléspectateurs. Ça frôlait les 40 % de part d'audience. C'est énorme pour ce marché-là, mais ce succès s'est accompagné d'une levée de bouclier historique. Le CDJ a reçu 330 plaintes pour cette seule émission-là. Juste pour mettre ça en perspective pour notre auditoire, les données montrent que le CDJ avait reçu 183 plaintes pour l'ensemble des programmes de toute l'année 2024. Ouais. Fait qu'une seule émission de 37 minutes a généré presque le double des plaintes d'une année complète. C'est astronomique. Puis face à cette avalanche-là, le CDJ produit un jugement de 28 pages qui est, sur papier du moins, très, très sévère. La plainte est retenue sur 11 fondements distincts du Code de déontologie. 11! Oui. Le Conseil constate noir sur blanc le non-respect de la vérité, des omissions majeures, une absence d'enquête sérieuse, une scénarisation trompeuse et même l'utilisation de méthodes déloyales. C'est une liste d'épiceries de fautes éthiques, ça. Exact, mais le point d'orgue, vraiment, c'est l'infraction à l'article 28. Le CDJ affirme que l'émission procède à une généralisation et à une stigmatisation en assimilant indirectement les allocataires à des fraudeurs privilégiés. Puis c'est là que mon cerveau fige complètement, tu sais. Si on a un jugement institutionnel qui reconnaît 11 infractions majeures, incluant la stigmatisation d'une population vulnérable à une heure de très grande écoute devant près d'un demi-million de personnes... La logique voudrait que ça frappe fort. Ben oui. Logiquement, on s'attend à ce que le marteau tombe super fort. Un système de protection du public doit forcément imposer une conséquence à la hauteur de la faute. Et c'est exactement ici que l'illusion du contrôle s'effondre totalement. La sanction imposée à RTL-TV après ces 11 infractions graves, ça consiste en une simple obligation de publier un résumé de la décision sur la page d'accueil de leur site Internet. Pour combien de temps, ça? Pendant 48 heures. Et d'ajouter un lien sur la page de visionnement en ligne du documentaire. C'est tout. Attends un peu, là. Un petit texte sur un site web pendant 2 jours. Oui. C'est comme chuchoter des excuses dans une ruelle vide le mardi après avoir insulté quelqu'un au Centre Bell avec un mégaphone le samedi soir devant tout le monde. Ah, la métaphore du mégaphone est parfaite. C'est exactement ça. La friction est énorme. Et ça illustre très bien la défaillance mécanique de ce qu'on appelle l'autorégulation. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas plus de pouvoir que ça? On a un système d'arbitrage mis en place pour protéger la déontologie, mais son arme principale repose juste sur la politesse du média fautif. C'est qu'il faut comprendre l'histoire derrière ça. Dans nos démocraties, on craint par-dessus tout la censure de l'État, tu sais. Pour éviter qu'un gouvernement dicte aux médias ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire, la profession a créé ses propres instances de régulation par les pairs. Fait que le CDJ, c'est pas un tribunal étatique, pantoute. Non.
C'est une autorité morale. Donc, par définition, ils n'ont absolument aucun pouvoir de coercition. Ils ne peuvent pas geler des comptes, ils ne peuvent pas imposer des amendes d'1 million de dollars ou suspendre la diffusion d'une chaîne. Leur seul levier, dans le fond, c'est la pression réputationnelle. Exactement. Le système parie sur le fait qu'un média, s'il est pris en faute par ses propres pairs, il va avoir honte et il va vouloir publiquement faire amende honorable pour restaurer sa crédibilité auprès du public. Ouais, mais qu'en est-il du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA en Belgique? Parce que dans les sources, on voit qu'eux, ce ne sont pas juste des guides moraux, ce sont vraiment les gendarmes de l'audiovisuel. S'il y a eu incitation à la discrimination, le CSA n'aurait-il pas dû sévir? Ah, c'est là que l'architecture légale belge devient un véritable labyrinthe qui se neutralise lui-même. En Belgique francophone, le système est bicéphale. Il a 2 têtes. OK, explique-moi ça. Le CSA, qui est une autorité publique, gère le respect des lois audiovisuelles, tandis que le CDJ s'occupe de la déontologie. Mais face à l'avalanche de plaintes pour le documentaire de RTL, le CSA a reçu 238 plaintes et a choisi de les transférer au CDJ plutôt que d'agir de son propre côté. Fait qu'ils ont juste délégué le problème au gars qui n'a pas de pouvoir. En partie pour éviter des jugements contradictoires, oui, mais c'est aussi à cause d'une jurisprudence très, très lourde. En avril 2025, dans une affaire appelée The Dancer, le Conseil d'État belge a rendu un arrêt qui limite drastiquement la capacité du CSA à s'écarter des avis rendus par le CDJ sur des questions de liberté d'expression. Aïe. Autrement dit, l'autorité qui a le pouvoir légal de punir est juridiquement entravée, puis elle doit s'en remettre à l'autorité morale qui, elle, n'a pas le droit de punir. Tu as tout compris. Le système s'est donc verrouillé de l'intérieur. L'autorégulation a la primauté au moment exact où elle demande qu'elle ne peut rien faire face à un dérapage de cette ampleur-là. Et la réaction de la chaîne le prouve tellement. RTL Belgique a immédiatement contesté la décision en invoquant la grande liberté éditoriale. Le journaliste lui-même a déclaré publiquement n'avoir commis aucune erreur factuelle. Le contrat social de la honte réputationnelle est complètement brisé. S'il refuse de jouer le jeu, l'avis de 28 pages devient juste un simple document PDF sans aucune conséquence réelle. Ce qui nous amène, je pense, à analyser la notion de préjudice. Parce que le problème principal de ce modèle-là, basé sur le repentir volontaire, c'est l'incroyable asymétrie entre l'impact de la faute et le poids de la réparation. Oui, il faut vraiment s'arrêter une seconde sur ce point-là. On l'a évoqué avec ton analogie du mégaphone, mais quand on regarde les données froides, c'est frappant. Tellement? D'un côté, on a une version ultra biaisée des faits exposés à 410 000 personnes un vendredi soir, et de l'autre, on a une petite rustine textuelle publiée 6 mois plus tard que presque personne va voir. Le gain financier en termes d'audience et de revenus publicitaires est largement, mais largement supérieur au coût de cette tape sur les doigts numériques. Et tu sais, cet impact-là dépense largement le cadre financier. Il y a un calendrier institutionnel et politique qui donne tout son sens à cette asymétrie-là. Ce documentaire-là ne flotte pas dans un vide sociologique. Effectivement. Puis c'est important de préciser qu'on rapporte ici fidèlement le contexte des sources sans prendre parti pour une idéologie politique ou une autre. On veut juste exposer les faits. Exact. Mais la chronologie soulevée dans les documents, elle est carrément impossible à ignorer. Le docu est diffusé début novembre 2025. À ce moment-là, la Belgique est dirigée par une coalition gouvernementale de centre-droit surnommée Arizona. Et cette coalition a adopté, pendant l'été précédent, une loi qui limite les allocations de chômage à 24 ans. C'est une réforme majeure. Très majeure. Et la toute première vague de ces exclusions massives, qui concernent quand même plus de 17 000 personnes, elle était prévue pour le 1er janvier 2026. Fait que la diffusion a lieu à peine 2 mois et demi avant une coupe super drastique dans le filet social. Et c'est ici que les concepts de la sociologie des médias prennent vie. Les sources citent souvent les travaux de Noam Chomsky sur la fabrique du consentement et ceux du sociologue Loïc Waka. Ouais, sur la façon dont l'État pénalise la pauvreté. Et attention, ce ne sont pas des théories du complot qui disent qu'une réunion secrète a eu lieu entre le gouvernement et la chaîne télé dans un sous-sol. Non, c'est un mécanisme cognitif beaucoup plus profond que ça. Comment ça fonctionne concrètement dans l'esprit du public, ce genre de mécanisme-là? En saturant l'espace médiatique à une heure de grande écoute, avec des exemples marginaux qu'on présente comme étant la norme, les médias opèrent ce qu'on appelle un cadrage. On montre Jacqueline, présentée à tort comme une profiteuse, et on crée un raccourci cognitif très puissant. Fait que l'attention du public est détournée des défaillances systémiques ou économiques qui sont super complexes à comprendre. Exact.
Et la colère des gens est redirigée vers l'individu, vers le voisin qui est soudainement perçu comme un fardeau pour la société. C'est un déplacement du blâme, dans le fond. En convainquant la majorité que le système est gangréné par des abus individuels, on transforme une politique d'austérité super sévère en un acte qui semble relever de la pure justice et du bon sens. C'est exactement ce mécanisme-là à l'œuvre. Le terrain idéologique est préparé pour que l'opinion publique accepte les exclusions à venir sans trop de résistance, tu sais. Et ce qui renforce cette analyse du cadrage, c'est la bataille des chiffres qu'on voit documentés dans nos sources. L'émission pointe du doigt le fléau de la soi-disant fraude sociale. Ah oui, les chiffres sont assez parlants. Si on regarde les données officielles belges de l'année, la fraude sociale détectée, ça s'élevait à environ 414 millions d'euros. Bon, ça a l'air de beaucoup d'argent comme ça, mais sur un budget total de la sécurité sociale de 70 milliards d'euros, ça représente à peine 0,3 %. C'est un pourcentage minuscule, surtout lorsqu'on introduit la variable de la fraude fiscale dans l'équation. Et c'est là que le contraste donne le vertige. D'un côté, on a 414 millions de fraudes sociales. De l'autre, les estimations super prudentes de la fraude fiscale en Belgique naviguent entre 7 milliards et 30 milliards d'euros par année. C'est hallucinant. La Cour des comptes a même repéré des centaines de milliards en transactions vers des paradis fiscaux. Si on fait le ratio rapide, la fraude fiscale est entre 16 et 70 fois plus importante que la fraude sociale détectée. Mais pourtant, on consacre près de 40 % de l'audience télévisuelle nationale un vendredi soir à un phénomène qui pèse pour 0,3 % des budgets. Tout ça en occultant délibérément la criminalité en col blanc qui est exponentiellement plus dommageable pour l'État. C'est un choix éditorial extrêmement fort. C'est ce qu'on appelle orienter le projecteur, tu sais. Absolument. Et c'est précisément pourquoi la sanction du CDJ semble aussi dérisoire. L'impact de cette orientation-là, l'ancrage de cette fausse perception dans la tête de 410 000 électeurs à quelques semaines d'une réforme sociale majeure, ça s'efface pas avec un petit texte sur Internet en avril. Le mal est fait. D'ailleurs, les documents mentionnent que le parti de droite, le MR, a salué le documentaire comme un, je cite, « vrai travail d'enquête » qui justifiait leur réforme, pendant que la gauche et les associations de lutte contre la pauvreté criaient à l'instrumentalisation de la misère. Le clivage politique était total. Mais dans les faits, les statistiques montrent que des mois plus tard, 88,5 % des personnes exclues du chômage n'avaient toujours pas retrouvé d'emploi. La politique est passée. L'opinion était façonnée. Ce constat d'échec du modèle belge, ça soulève inévitablement une question beaucoup plus large. Face aux dynamiques de pouvoir des immenses groupes médiatiques, est-ce que l'autorégulation ne protège pas davantage les éditeurs que les publics vulnérables qui subissent les dommages? C'est la conclusion vers laquelle pointent beaucoup d'analystes, oui. Ce blocage institutionnel belge nous amène à regarder un peu ailleurs. Est-ce que cette impuissance-là, c'est le prix inévitable à payer partout pour garantir une presse libre? Est-ce qu'un État démocratique peut réellement punir un média de manière concrète sans franchir la ligne rouge de la censure? Heureusement, non, ce n'est pas la seule façon de faire. Si on traverse la frontière pour observer la France, par exemple, on découvre une philosophie de régulation totalement différente avec l'Arcom. C'est quoi l'Arcom exactement? C'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et contrairement au CDJ belge, l'Arcom n'est pas qu'une simple autorité morale qui donne des tapes sur les doigts. Ils ont des vraies dents. Ils ont un arsenal répressif très concret qui impacte directement la viabilité économique des médias. Mais comment l'État français fait-il pour intervenir là-dedans sans être accusé de dicter l'information aux journalistes? Comment ça marche en pratique, légalement? La logique repose sur un mécanisme purement contractuel. En France, les fréquences de diffusion publique, comme la TNT, appartiennent à l'État, donc elles appartiennent aux citoyens. OK, je te suis. L'État prête ces fréquences-là gratuitement aux chaînes privées, mais en échange, ces chaînes signent une convention très stricte. Ce contrat-là inclut des obligations de pluralisme, d'honnêteté de l'information et de non-stigmatisation. Fait que l'Arcom, au fond, c'est l'entité chargée de vérifier que ce loyer éthique-là est bien payé par les chaînes. Exactement. Puis s'ils ne respectent pas le contrat, les sanctions semblent à quoi? On est loin du message de 48 heures sur un site web, j'imagine.
très, très loin. L'Arcom peut d'abord frapper directement au portefeuille avec des sommes extrêmement dissuasives. La chaîne C8, par exemple, a écopé d'une amende colossale de 3 millions d'euros en 2017. 3 millions? Oui, et la chaîne des formations CNews accumule aussi les amendes de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros pour des manquements répétés à la pluralité ou des incitations à la haine. Ce genre de sanctions entament directement la marge bénéficiaire de l'entreprise. Ah, ben là, oui. Une amende de 3 millions, je te garantis que ça change les calculs d'un producteur lors d'une réunion de conception. L'effraction éthique devient un vrai risque financier, pas juste un risque d'image qu'on peut balayer du revers de la main. C'est ça l'idée. Et le pouvoir ultime de l'Arcom est carrément existentiel. Ils peuvent révoquer le droit d'exister sur les ondes publiques. Autant ils peuvent fermer une chaîne? Absolument. En 2024, le régulateur a pris la décision sans précédent de ne pas renouveler les fréquences TNT des chaînes C8 et Énergie 12 en justifiant cette exclusion par leur manquement répété à leurs obligations conventionnelles. C'est la peine de mort télévisuelle, ça. Oui, on peut dire ça. Ils ont aussi fait suspendre des médias étrangers de propagande comme RT et Sputnik en 2022. Fait que l'approche est radicalement différente d'un pays à l'autre. D'un côté de la frontière, on demande poliment à un diffuseur d'admettre qu'il a eu tort, en espérant que son sens de l'honneur le pousse à s'excuser. De l'autre, on lui présente la facture de ses infractions, puis on peut littéralement débrancher son antenne s'il refuse de respecter le contrat social. Cette comparaison-là met vraiment en lumière que la Belgique francophone fait figure d'exception en maintenant une philosophie d'autorégulation pure face à des conglomérats médiatiques modernes super puissants. Le cas de l'émission de Borsou démontre l'asymétrie totale des forces en présence lorsqu'un récit stigmatisant s'aligne sur un agenda politique spécifique. Alors, qu'est-ce qui ressort fondamentalement de notre analyse aujourd'hui? Au bout du compte, on réalise que cette décision du 15 avril contre RTL-TV, ça dépasse de loin le simple cadre d'une petite erreur de parcours ou d'un mauvais jugement dans une salle de montage. C'est bien plus systémique que ça. Oui, ça agit comme un révélateur chimique sur tout le système de régulation belge. Ce système-là était pensé à une époque totalement différente où le journalisme s'appuyait massivement sur une culture de l'honneur. L'idée de perdre la face devant ses collègues était considérée comme la pire des punitions possibles. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ben non, face à une stigmatisation télévisuelle de masse et immédiate, on voit que la structure est totalement dépassée. Pour revenir à notre métaphore sportive du tout début, un arbitre qui ne peut distribuer que des lettres d'avertissement postal ne contrôle plus du tout la violence sur la glace. Et c'est ce décalage d'époque qui amène, je suis certaine, notre réflexion la plus importante sur l'état des médias actuels. L'autorégulation par les pairs présume que le média fautif ressentira un jour de la honte. Or, nous vivons désormais dans une économie de l'attention hyper compétitive où l'outrage, la controverse et la polarisation génèrent énormément de clics. Puis des clics, ça veut dire du temps de cerveau disponible et donc des gros revenus publicitaires. Exact. La controverse est extrêmement payante. La colère est littéralement devenue un modèle d'affaires. Précisément. Et si la controverse est rentable, une condamnation morale d'un régulateur édenté n'est plus du tout perçue comme une punition dissuasive. Elle peut même être retournée, transformée en une espèce de preuve d'audace et d'historial. Genre une médaille portée fièrement par la chaîne pour montrer qu'elle bouscule le fameux ordre établi. Voilà. Et ça nous laisse sur cette question fondamentale pour ceux qui nous écoutent. Comment un système conçu pour faire appel à l'honneur professionnel peut-il survivre dans un écosystème où l'absence d'excuses rapporte financièrement plus d'argent que la rectification des faits? C'est une réflexion cruciale à garder en tête la prochaine fois qu'un reportage choc promet de révéler une soi-disant vérité cachée sur une population vulnérable. Il faut toujours se demander non seulement qui tient la caméra, mais aussi qui a réellement le pouvoir de corriger le tir si le récit dérape. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À la prochaine. Comment un reportage de juste 37 minutes a pu rêver plus de 410 000 personnes devant leur écran,
déclencher un véritable scandale d'État, puis forcer le Conseil de déontologie journalistique à rendre une décision de condamnation historique en Belgique francophone. C'est toute une question, ça. Ben oui, puis aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'une crise médiatique majeure qui est survenue au printemps 2026. Fait que notre point de départ, c'est le documentaire de la chaîne RTL-TVI intitulé « Sans boulot, tous fraudeurs », qui a été diffusé le 7 novembre 2025 et réalisé par le journaliste Christophe Deborsu. Documentaire qui, sur papier, se vendait vraiment comme du journalisme d'immersion pur et dur, là. Exactement. L'idée vendue au public, c'était d'aller voir sans filtre le quotidien de personnes qui vivent des allocations sociales. Mais en réalité, quand on gratte un peu sous le vernis de cette promesse-là, on réalise assez vite qu'on a à faire un cas d'école en matière de manipulation télévisuelle. C'est fou pareil. Fait que notre mission pour cette exploration aujourd'hui, c'est d'aller bien au-delà de l'indignation de surface. On va vraiment analyser les graves manquements éthiques de ce reportage-là. Tout à fait. On va comprendre de quelle manière le montage a littéralement déformé la réalité socio-économique puis médicale des témoins. Puis surtout, on va évaluer l'impact dévastateur de ce genre de traitement-là sur la perception publique de la pauvreté. Parce que, tu sais, soyons honnêtes, quand on regarde un documentaire d'affaires publiques, on s'attend à une certaine rigueur. Ben c'est ça, mais ici, c'est un méchant bourbier déontologique. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis pour bien saisir l'ampleur de la dérive éthique, on peut pas sauter tout de suite aux faits ou aux entrevues. Faut vraiment commencer par regarder la grammaire visuelle du reportage. Ah oui, la grammaire visuelle. Oui, tu sais, la manière dont l'information est construite à l'écran, ça agit bien avant même que les témoins ouvrent la bouche. Bon, décortiquons un peu tout ça, là. Dès les premières minutes, ce qui saute aux yeux, c'est l'utilisation constante de drones. Genre des caméras qui survolent les quartiers populaires de la ville de Verviers. Ouais. Au lieu d'être à hauteur d'homme, d'accompagner les gens, la caméra plane toujours au-dessus d'eux. Au début, on pourrait se dire, bon, c'est juste pour faire de la belle image, tu sais, c'est la mode à la télé aujourd'hui d'avoir des plans de drones. C'est l'excuse classique, ça, mais au fond, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. En fait, ces survols de drones-là, c'est pas de simples choix esthétiques. Ça impose ce que les sociologues appellent une vision panoptique. Panoptique, OK. Pour faire simple, mettons, imaginez la tour de garde au centre d'une cour de prison. Le gardien voit tout le monde d'en haut. Ah ouais, le contrôle total. Exact. Psychologiquement, ça place les gens qui regardent la télé dans une position de juge, de surveillant. Puis ça déshumanise complètement les habitants en bas. C'est clair. On transforme un quartier résidentiel normal en un genre de véritable terrain d'expérimentation qu'on observe au microscope. Fait que ça installe immédiatement une distance vraiment froide puis accusatrice. C'est subtil, mais diablement efficace là, pour préparer l'esprit de l'auditoire. Là. Surtout quand on y ajoute une bande-son hyper dramatique qui vient teinter le moindre petit témoignage. Oh mon Dieu, la musique, oui. Mais le bout qui est vraiment pas d'allure, le choix graphique le plus choquant, selon moi, c'est comment ils ont décidé d'illustrer les revenus des gens. Ah, les fameux reçus. Oui, le documentaire affiche les montants des aides sociales sous la forme de tickets de caisse de supermarché. Ça, c'est capoté. Comment on peut justifier ça en journalisme? On peut pas le justifier éthiquement, c'est bien ça le cœur du problème. C'est là que le pouvoir du montage façonne de manière vraiment agressive la perception publique de la pauvreté. Ouais. En utilisant l'imagerie d'un reçu d'épicerie, on opère une réduction identitaire dramatique. On prend un citoyen avec toute sa complexité humaine, ses épreuves, ses maladies, puis on le réduit genre à une simple somme comptable. C'est brutal. Vraiment. On le présente littéralement comme un produit qui coûte cher à la société, genre un fardeau financier. Fait que ça transforme carrément une enquête sociale en un épisode de télé-réalité anxiogène. C'est une esthétique de la confrontation. Le cerveau du public est conditionné à condamner la personne avant même de l'entendre. On dit aux gens, regardez cette facture-là, c'est vous qui la payez. Voilà. Puis le contraste entre ce que le journaliste promettait au début, genre une immersion bienveillante pour comprendre la précarité, et cette esthétique purement punitive, ça crée un malaise énorme. Absolument. Le public est amené à voir une transaction abusive, là où il devrait juste voir le filet de sécurité sociale tout à fait normal d'un État de droit. Puis c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces techniques visuelles déshumanisantes, là, on en comprend toute la cruauté quand on regarde les dégâts réels qu'elles ont causés sur des vies humaines. Oui. Et là, on doit absolument aborder le cas de Jacqueline.
elle est devenue, bien malgré elle, le visage de ce naufrage journalistique-là. Ouais, le traitement de l'histoire de Jacqueline, c'est sans doute l'exemple le plus brutal du non-respect de la dignité humaine dans cette affaire-là. À l'écran, le montage la dépeint essentiellement comme une personne oisive qui se vante d'exploiter le système. C'est ça l'image qu'il projette. Exact. On l'entend déclarer qu'elle a, je cite, « goûté à 8 ans de tranquillité ». Et le clou du spectacle, c'est quand l'émission se moque presque ouvertement d'une chute qu'elle aurait faite en glissant sur une déjection canine. Voyons donc. C'est que le narratif est bouclé. Pour eux, voici une profiteuse qui veut pas travailler puis qui s'invente des bobos ridicules. Mais le gros problème, c'est que la contre-enquête qui a été menée par la suite par un travailleur social nommé Marc, elle a révélé une réalité qui a été complètement balayée sous le tapis au montage par la production. Oh oui, de A à Z. Ta vraie histoire de Jacqueline, mettons qu'elle est très loin du portrait de la paresseuse. Déjà, elle est la fille de parents déportés pendant la guerre dans le cadre du service du travail obligatoire, le STO. Elle vient d'un milieu où le travail acharné, c'est comme une religion. Ouais. Elle a passé sa vie entière à faire des métiers physiquement destructeurs. Elle a été couturière, vendeuse de fromage, elle a fait de l'animation en grande surface. C'est pas des petits métiers faciles, ça. Pantoute, on parle d'emplois où elle devait rester debout des heures interminables en enchaînant parfois 200 km de train par jour juste pour garder des contrats ultra précaires. Puis tu sais, son dossier médical raconte l'histoire d'un corps qui est littéralement brisé par cet acharnement-là. Elle est reconnue invalide à 66 % depuis l'âge de 36 ans. À 36 ans, ouais. C'est pas rien, là. Elle souffre d'insuffisance rénale grave, elle a des prothèses totales aux 2 genoux. Puis pour revenir sur cette fameuse anecdote de la chute dont le documentaire se moque en parlant de crotte de chien, là. Oui, la fameuse glissade. C'était pas une glissade comique pantoute. La réalité, c'est qu'elle a subi une fracture complexe du péroné alors qu'elle poussait une lourde brouette remplie de foin. Ah, mon Dieu. Oui, pour essayer de sauver des chevaux âgés qu'elle avait recueillis. Puis sa place de stationnement pour personnes à mobilité réduite, que la caméra filme presque avec insistance, comme la preuve d'un passe-droit scandaleux. Ouais, on voit le drone qui zoome dessus. Exactement. Cette place-là est en fait 100% légale puis justifiée par son état de santé. Mais attends, c'est ça qui me renverse. Si la réalité médicale de cette femme-là est appuyée par des dossiers officiels de l'État, avec des preuves tangibles de handicap lourd, le fait que la production omette anciennement tous ces faits-là, pour la faire passer pour une fraudeuse, ça relève pas juste d'un mauvais angle éditorial, là. Non, clairement pas. C'est de la falsification pure et simple, mais surtout qu'on apprend qu'elle a été harcelée au téléphone par le journaliste pour témoigner, qu'on lui a promis d'être floutée à l'écran pour finalement être jetée en pâture à visage quasi découvert. C'est terrible. Aujourd'hui, cette femme-là est obligée de porter des lunettes noires pour aller faire son épicerie parce qu'elle a peur de se faire ramasser dans la rue par ses propres voisins. C'est fou. C'est l'incarnation même d'une faute éthique majeure. C'est pas un banal oubli de montage, là, parce que le reportage manquait de temps ou je sais pas quoi. C'est une volonté vraiment délibérée de tordre la réalité médicale d'un témoin pour la faire entrer de force dans le scénario préétabli de la production. Ah oui, l'histoire était déjà écrite d'avance. Exact. On a pris une personne complexe qui est usée par le labeur puis la maladie, puis on a carrément effacé son humanité pour n'en faire qu'une caricature d'allocataire suspect. Puis, tu sais, on observe exactement la même mécanique destructrice avec une autre témoin du reportage, Laetitia. Ah oui, l'histoire de Laetitia, ça, c'est un autre niveau d'ingénierie narrative, là. Le documentaire utilise son cas pour illustrer ce qu'on entend souvent dans les débats de comptoir, le fameux piège à l'emploi. Ouais, le vieux mythe. L'idée que ça paye plus de rester s'asseoir sur son divan que d'aller travailler. Puis pour prouver ça, ils brandissent un chiffre choc à l'écran avec son ticket de caisse, genre 2700 € par mois. Bam! C'est sûr que, vu de même, n'importe qui travaille au salaire minimum risque de s'étouffer avec son café, là. C'est clair, sauf que les mathématiques présentées à l'écran sont une véritable supercherie intellectuelle. Le montage fait un amalgame tellement grossier. Comment ça? Il mélange les indemnités de chômage strictes avec les allocations familiales qui sont majorées parce qu'elle est une mère isolée, puis on y ajoute aussi les aides au logement. Ah, ils ont tout mis dans le même panier. Tout à fait. Ce que le documentaire fait, c'est projeter ce chiffre brut-là comme une sorte de rente osive luxueuse en ignorant volontairement la réalité socio-économique d'une famille monoparentale. Ouais.
sans aucun contexte. Il n'y a aucune contextualisation sur le coût de la vie réelle, sur le prix des loyers, l'inflation ou les frais liés aux enfants. Là. C'est une donnée qui est totalement biaisée puis qui est utilisée uniquement pour scandaliser le monde. Fait que face à un tel décalage, un tel gouffre entre les vies réelles de ces femmes-là puis la manière sensationnaliste dont elles ont été charcutées à la télévision, ben ça devait forcément péter. Ah oui, ça a pété. Puis c'est ce qui s'est passé. Les garde-fous démocratiques de la société belge se sont activés, puis pas à peu près, ce qui a mené un affrontement institutionnel assez fascinant. Faut dire que la société civile a vraiment pas laissé passer ça. Les institutions ont été inondées de réactions. On parle d'un record absolu de plaintes citoyennes qui ont été déposées auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, plus de 238 plaintes formelles. C'est énorme. Puis, pour les gens qui écoutent puis qui ne sont pas familiers avec le système belge, le CSA, ben, c'est l'organisme qui gère les diffuseurs télé, la chaîne elle-même. Mais la mécanique devient intéressante parce que le CSA a dû prendre tout ce dossier-là puis le transférer au Conseil de déontologie journalistique, le CDJ. Oui, Le CDJ, lui, s'occupe de l'éthique de la profession, les journalistes eux-mêmes. Le but de ce transfert-là, de ce que je comprends, c'était d'éviter une situation de double peine légale et éthique pour un même dossier. Puis finalement, ben, le 15 avril 2026, le coup près tombe. une décision implacable puis vraiment sans appel. RTL-TVI et le journaliste Christophe Deborsu sont formellement condamnés par le CDJ, puis le Conseil prend pas de gants blancs. Là. Il va direct. Vraiment, il pointe 3 manquements absolument critiques. D'abord, une absence coupable d'enquête sérieuse, ce qui est quand même le comble pour un reportage d'investigation. Là. Ben oui. Ensuite, il dénonce une mécanique de stigmatisation systémique, c'est-à-dire une volonté d'amalgamer tous les allocataires à des profiteurs. Puis enfin, une négligence grave envers des populations vulnérables. On parle de personnes qui maîtrisent pas du tout la complexité puis les pièges des médias de masse, puis qui ont été utilisés comme de la chair à canon juste pour faire de l'audimat. C'est intense. Puis la sanction est lourde de sens. RTL Info a l'obligation de publier l'intégralité de la décision de condamnation, en gros, direct sur la page d'accueil de son site d'information pendant 48 heures. Une belle tape sur les doigts. C'est une humiliation publique pour une chaîne d'information. Mais attends, c'est la défense de la chaîne qui m'a fait le plus halluciner dans tout ça. Ah oui, leur argumentaire? Les avocats d'RTL invoquent la liberté d'expression. Ils disent, genre sans rire, que le journaliste a fait juste décrire le réel. Puis ils sortent cette phrase magique, « La déontologie doit accompagner le journalisme et non l'entraver ». Ouais, tout un concept, hein? Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond, là? Si on pousse leur logique jusqu'au bout, ben, c'est littéralement comme si un chirurgien arrivait dans la salle d'opération puis disait, ben, je vais opérer ce patient sans me laver les mains parce que votre satané savon entrave ma liberté de soigner. C'est complètement absurde, non? C'est une super bonne analogie, je trouve, parce que ça met vraiment le doigt sur le paradoxe de leur défense. La liberté de la presse, c'est évidemment un pilier non négociable en démocratie, là. C'est pas ça le débat. Exact. Mais cette liberté-là, c'est pas une carte blanche pour détruire des vies ou pour fabriquer des coupables de toutes pièces. Ce que le CDJ vient cimenter avec cette décision-là, c'est que l'éthique journalistique exige de protéger ses sources, particulièrement quand elles sont désarmées face à la grosse machine médiatique commerciale. Tout à fait. L'éthique, ben c'est pas une chaîne à la cheville du journaliste, ces gens sont filet de sécurité intellectuelle. Sauf que, puis c'est là qu'on tombe dans le vif du sujet politique, on peut pas analyser ce reportage-là dans un vide absolu. Faut regarder le calendrier. Ah, le fameux timing. Pourquoi diffuser ce documentaire-là monté exactement de cette façon-là à ce moment précis de l'histoire de la Belgique? Puis quand on creuse un peu, ben on découvre une chorégraphie assez troublante entre l'agenda de la télé puis l'agenda de l'État. Ouais, le timing est chirurgical, en effet. On est au printemps 2026, genre juste avant l'entrée en vigueur de la très controversée réforme qui est portée par le gouvernement de coalition, ce qu'on surnomme la coalition Arizona. OK? Puis la mesure la plus brûlante de cette réforme-là, ben, c'est la limitation stricte des allocations de chômage dans le temps, qui est fixée à 24 mois maximum. Ce qui est vraiment pas un petit détail administratif. Là. On parle d'une mesure qui risque d'exclure du jour au lendemain plus de 184 000 personnes du système fédéral de chômage. Énorme. Puis ces gens-là disparaissent pas par magie, tu sais. La charge financière de leur survie va être pelletée directement dans la cour des CPA, l'aide sociale des communes locales qui sont déjà complètement à sec. Puis boum, juste avant qu'on appuie sur le bouton de cette réforme ultra impopulaire-là, ben la plus grosse chaîne privée sort un reportage qui dit en substance que les chômeurs s'achètent la belle vie sur le bras des travailleurs.
Ben, ce qui est fascinant ici, puis c'est crucial pour comprendre les dynamiques de pouvoir en place, c'est d'observer le concept de gouvernementalité. Gouvernementalité? Ouais, pour l'expliquer simplement, mettons, la gouvernementalité, c'est quand l'État a plus besoin d'imposer une loi sévère par la force brute. À la place, on utilise, consciemment ou non, des relais comme les médias de masse pour convaincre la population que cette sévérité-là, ben, c'est une bonne chose, que c'est moral. Ah ouais, je vois, Jean. Le média fait en quelque sorte le travail psychologique pour l'État, en saturant les écrans avec des cas vraiment marginaux qui sont présentés comme la norme absolue de la fraude. Ben, le documentaire rejoint un rôle d'ingénierie du consentement. Fait que c'est ce qui permet d'élargir la fameuse fenêtre d'Overton, c'est ça? Hein? Exactement. La fenêtre d'Overton, c'est le cadre idéologique qui détermine ce que le public trouve acceptable à un moment donné précis. Si le gouvernement dit brutalement on coupe les vivres à 184 000 personnes, ben, la fenêtre d'Overton est fermée. Oui, le monde n'accepterait jamais ça. Les gens trouvent ça cruel puis descendent dans la rue. Mais si pendant des semaines, la télévision vous martèle l'image de Jacqueline puis de Laetitia avec des reçus d'épicerie gonflés en les traitant de fraudeuses, ben la fenêtre s'ouvre. C'est fou. Soudainement, des mesures d'austérité drastiques deviennent non seulement acceptables, mais une partie du public finit même par les réclamer haut et fort pour, entre guillemets, rétablir la justice. Ce qui explique pourquoi l'arène politique s'est jetée sur ce documentaire-là comme sur un os, là. Puis il faut exposer les deux côtés de la médaille de manière totalement impartiale pour bien comprendre la fracture. Oui, c'est important. D'un côté, on a le mouvement réformateur, le MR. Leur président, Georges-Louis Boucher, a ouvertement applaudi le reportage. Son discours, c'est qu'il est impératif de combattre la culture de l'assistanat, puis se positionne, je le cite, comme le défenseur des vrais travailleurs qui se lèvent tôt face à ceux qui profiteraient du système. Et à l'autre bout de l'échiquier politique, ben, on a le Parti du travail de Belgique, le PTB, avec son président Raoul Hedebouw. Oui, eux autres, ils voyaient ça autrement. Totalement. Pour eux, ce documentaire-là, c'est une vaste manœuvre de diversion. La position du PTB, c'est que le fait de braquer les projecteurs sur la micro-fraude des plus pauvres, bien, ça sert d'écran de fumée pour épargner la grande fraude fiscale des ultra-riches. C'est le classique détournement d'attention. Et Lebeau a d'ailleurs martelé que ce que le reportage ignore complètement, c'est la réalité physique des travailleurs. Beaucoup se retrouvent en invalidité de longue durée, simplement parce que l'industrie du nettoyage, de la logistique ou le travail à la chaîne a juste détruit leur santé. Ça soulève une question assez vertigineuse, là. Est-ce que les grandes chaînes de télé sont en train de devenir les attachés de presse involontaires ou pas des politiques d'austérité? C'est la grande question. Pour y voir clair, il faut fermer la télé, arrêter la petite musique dramatique, puis regarder les vraies mathématiques de la fraude. Parce que les chiffres officiels racontent une histoire radicalement différente de ce qu'on nous a montré à l'écran. Les données des organes de contrôle de l'État sont super têtues. Si on regarde la fraude sociale stricto sensu, genre le vrai cumul illégal d'allocations ou les abus manifestes, c'est évalué en 250 puis 435 millions d'euros par année. OK. En termes relatifs, mettons, ça représente à peine 0,3 % du budget global de la sécurité sociale belge. Fait que gardons bien ça en tête, là. Autour de 435 millions d'euros. Maintenant, si on tourne le regard vers le haut, l'évasion puis la grande fraude fiscale, genre l'argent caché dans les paradis fiscaux par les grandes corporations ou les ultra-riches, c'est estimé à près de 30 milliards d'euros par an en Belgique, là. Ouf, c'est un autre univers. On parle d'un ratio de 1 pour 120, là. Pour remettre ça en perspective, mettons, s'énerver sur la fraude sociale tout en ignorant complètement l'évasion fiscale, ben c'est comme s'inquiéter d'un robinet qui goûte dans l'évier de la cuisine pendant que le toit au complet de la maison est en train de se faire arracher par une tornade de catégorie 5. C'est tellement ça. Pourquoi est-ce que ce biais de cadrage-là marche si bien à la télé? Pourquoi le public fixe le foutu robinet? Bien, parce que la télévision, c'est un média d'image puis d'émotion immédiate. C'est infiniment plus facile de filmer le reçu d'épicerie de son voisin avec un drone. Ça crée une indignation morale instantanée, genre viscérale. C'est plus tangible. Exact. Expliquer l'ingénierie financière internationale, les montages offshore super complexes, bien, ça demande du temps de cerveau disponible. Mais le biais va encore plus loin que ça. Comment ça? En se concentrant sur mes soi-disant fraudeurs, le documentaire occulte le phénomène statistique de loin le plus lourd, de la précarité, le non-recours. Le non-recours, c'est le fait que des gens qui ont droit à de l'aide pour survivre la demandent même pas, c'est ça? C'est exactement ça. Puis c'est un phénomène qui est massif. Les études sociologiques prouvent qu'entre 45 et 50 % des citoyens qui sont légalement éligibles aux aides de dernière ligne, comme le revenu d'intégration sociale, ben ils les réclament jamais. Mais pourquoi?
C'est de l'argent dont ils ont besoin. En grande partie à cause de l'intériorisation de la honte. Ils ont tellement peur d'être étiquetés, d'être perçus comme les fameux profiteurs qui sont montrés du doigt par ce genre de reportage-là, mais qu'ils préfèrent sombrer dans l'extrême pauvreté en silence. C'est l'impact direct et tragique de la stigmatisation médiatique. C'est vraiment triste. Mais là où l'histoire prend une tournure d'espoir, c'est que la société civile n'a pas juste regardé le train passer. Il y a eu une vraie contre-attaque citoyenne, puis c'est fascinant de voir comment ils s'y sont pris. Ah oui, leur stratégie était brillante. Des travailleurs sociaux, des activistes, puis des syndicats ont carrément refusé d'aller débattre sur les plateaux télé où le jeu est truqué d'avance de toute façon. À la place, ils ont utilisé GitHub. Oui, Pour les gens qui ne savent pas, GitHub, c'est normalement une plateforme hyper technique pour les développeurs informatiques où ils partagent du code source pour programmer des logiciels. Ça n'a rien à voir avec la télé, là. puis c'est là toute la beauté de la riposte. Imaginez ces travailleurs de terrain-là, qui gèrent d'habitude des détresses humaines graves, s'emparer des outils des hackers puis des programmeurs. Capoté. Ils ont décortiqué le documentaire ligne par ligne, image par image. Ils ont mis en ligne les statistiques officielles, les barèmes légaux, les lois, tout ça en format open source, c'est-à-dire ouvert à tous gratuitement. Oui, la transparence totale. Exact. Ils ont confronté les raccourcis trompeurs du montage avec la donnée brute et vérifiable de l'État. C'est ce qu'on appelle créer de la friction cognitive. La friction cognitive, c'est-à-dire qu'ils forcent le public à s'arrêter puis à réaliser que le narratif facile puis réconfortant qu'on leur vendait à la télé est juste factuellement faux. Absolument. En inondant le web de faits froids puis vérifiables, ils ont imposé une nouvelle dynamique de pouvoir qu'on nomme la surveillance. La surveillance, donc littéralement l'inverse, la surveillance d'en haut avec les drones d'RTL dont on parlait tantôt. Exactement. Historiquement, c'est le puissant, l'État ou le grand média qui surveille le citoyen vulnérable. La surveillance, c'est le citoyen armé de données qui lève les yeux vers le haut puis qui surveille, analyse puis évalue l'éthique des élites politiques et médiatiques. C'est un retournement de situation incroyable. Vraiment. Puis cette riposte numérique-là a forcé l'espace politique à regarder ses propres contradictions en face, puis ça a surtout permis de redonner la parole aux véritables experts, c'est-à-dire les travailleurs sociaux qui connaissent réellement c'est quoi la misère sur le terrain. Ce qui nous ramène à l'essentiel de notre exploration d'aujourd'hui. L'affaire de Bourseau, c'est clairement pas juste une bavure de montage ou un petit dérapage sensationnaliste. Non, vraiment pas. C'est le symptôme grave d'une époque où l'information de masse, qui est tiraillée par la guerre de l'attention puis la course au clic, mais risque en permanence de se transformer en une arme de disqualification sociale. L'histoire de Jacqueline, une fois que l'hystérie retombe un peu, ça nous rappelle une leçon super brutale. Laquelle? Derrière chaque statistique, derrière chaque étiquette infamante, puis certainement derrière chaque stupide reçu d'épicerie affiché à l'écran, il y a des êtres humains, des corps qui sont marqués par des années de labeur, par la maladie, par la précarité. Ces trajectoires de vie-là exigent une dignité inébranlable puis une rigueur journalistique qui fait aucun compromis avec la vérité. C'est le fondement même de la déontologie. La réalité d'une société, ça peut juste pas se lire à travers des caricatures grossières qui sont conçues sur mesure pour faire de l'audimace. Ça se comprend dans la complexité puis dans les nuances de ces vies invisibles-là. Puis ça, ça nous laisse sur une réflexion assez vertigineuse pour la suite des choses en matière d'information. Ah ouais! Oui, si aujourd'hui, ce sont de simples travailleurs sociaux puis des citoyens qui doivent aller pirater, en quelque sorte, des plateformes de développeurs informatiques comme GitHub pour faire le vrai travail de fact-checking que les grandes chaînes des télévisions commerciales ont abandonné, à quoi va ressembler le contre-pouvoir médiatique dans 10 ans? C'est une méchante bonne question. Faut-il s'attendre à ce que des algorithmes créés par des collectifs citoyens remplacent carrément les conseils de déontologie formels pour évaluer, en temps réel puis de façon implacable, l'éthique de ce qu'on nous pousse sur nos écrans à tous les jours? Ça, c'est une perspective qui renverserait complètement l'échiquier. Le monopole du récit par les grands diffuseurs semble définitivement fissuré par ces nouvelles formes-là de contre-enquête citoyenne. On s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. On invite tous les gens qui nous écoutent à garder ce réflexe-là bien en tête. Remettez toujours en question la façon dont le cadrage d'une information essaie de guider votre indignation. Parce que, comme on l'a vu, la caméra qu'on nous présente comme une machine à rayons X pour diagnostiquer les problèmes de la société, bien souvent, elle fait juste refléter les préjugés puis l'agenda de ceux qui appuient sur le bouton d'enregistrement. Merci d'avoir partagé ce moment d'exploration avec nous.